aujourd'hui. On est très content de vous accueillir à nouveau pour certains. Et donc aujourd'hui, la thématique, donc on va échanger autour de l'expérience collaborateur dans un écosystème digital. Et pour animer ce talk, donc j'ai le plaisir de vous présenter Cyril de Saint-Paul et Nicolas Tournois. Messieurs, je vous laisse Bonjour. vous présenter. Oui, Cyril. J'y vais. Ouais. Alors, donc du coup, moi je suis Cyril de Saint-Paul. Je suis en charge chez Limpide de deux aspects. L'avant-vente avec Nicolas, Jérôme, Christophe sur les projets qu'on va gérer chez nos clients ou chez des prospects. Et aussi en charge des contenus avec Naomi. Et, euh, et nos contenus, bon, on va les présenter après, mais on a une approche très qualitative sur de l'interview, du webinar, des talks, du blog. Et donc, du coup, tout cet écosystème fait vivre Limpide. Et donc, je vous invite à aller voir tous ces contenus-là parce qu'on en est très fiers. À Et toi, donc, moi, Nico. je suis Nicolas Tournois. Je suis cofondateur de l'agence. Historiquement, je viens plutôt des marches créatives de formation. Puis, il y a quelques années, en fait, on a opéré un pivotement à l'agence qu'on va vous expliquer un petit peu plus en détail. Et aujourd'hui, je m'occupe plus précisément de tout ce qui est expérience utilisateur. Donc, j'accompagne des consultants, des créatifs, des experts en contenu, des experts en data pour mettre en place des stratégies digitales. Et puis, j'interviens comme conférencier. Je donne des cours également. Voilà, je fais pas mal de choses différentes. Et du coup, je suis amené à travailler notamment sur les problématiques d'expérience collaborateur. Donc, c'est ce pourquoi je suis là ce matin avec vous. Et donc moi, Naomi Charbonnier, donc en charge du BizDev chez Limpide, et également en charge de l'animation de la communauté Limpide à travers nos groupes Meetup, LinkedIn, à travers également ces événements qu'on organise régulièrement. Et comme disait Cyril, à travers aussi le partage de contenu et notamment l'interview objective qui a pour but d'interviewer des personnes qui travaillent dans le domaine du digital et de l'UX. Et d'ailleurs, récemment, on vient de lancer donc, la saison 2 d'Objective où on interviewe des profils de product manager et product owner. Donc, n'hésitez pas si vous avez des profils intéressants qui souhaitent participer à cette interview, n'hésitez pas à nous contacter via le chat ou via le site internet. Avant de commencer donc, et d'échanger sur l'expérience collaborateur, une rapide présentation de Limpide. Alors, donc nous, Limpide, on accompagne nos clients sur des problématiques digitales et plus particulièrement sur des problématiques UX, sur deux types de projets, des sites internet et des applicatifs métiers. On a fondé l'agence il y a 10 ans. Aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires, on le réalise avec une trentaine de personnes à l'agence, dispersées sur plusieurs pôles, le pôle UX, le pôle gestion de projet, la tech, le pôle BizDev également. Et donc, on est basé sur Paris et on travaille également à l'international, hein, puisqu'on travaille aussi sur des projets avec des concours. Comme certains le savent, on partage, on apprécie vraiment partager nos expertises à travers ces événements, ces prises de parole. Cyril, peux-tu passer la slide? Merci. Donc, Limpide, on a deux pôles de compétences. Dans un premier temps, l'expérience utilisateur, hein, qui consiste à remettre l'utilisateur au centre de toute démarche. Et ça passe par de l'analyse data, de l'analyse comportementale, pour comprendre qui sont les utilisateurs, comment ils interagissent avec l'interface en question. Et donc, on ajoute, pour pousser un peu cette prise d'information, on ajoute des tests utilisateurs, de l'interview. Et toute cette prise d'information, finalement, va nous permettre de définir ou de redéfinir, suivant le contexte, de la meilleure manière possible une expérience digitale. Le pôle brand expérience, qui est également lié au pôle UX, mais qui touche beaucoup plus au métier de la communication. Donc, comment on fait vivre une marque à travers un programme d'identité, des supports de communication, des stratégies d'acquisition et également des stratégies d'onboarding. Voilà, et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'expérience collaborateur dans un écosystème digital. Et donc là, je vais passer la main à Nicolas et Cyril. N'hésitez pas, si vous avez des questions
tout au long de la présentation, moi, je serai modératrice, donc j'interviendrai directement auprès de Nicolas et Cyril pour poser toutes vos questions dans le chat. Bon webinaire. Merci Naomi. Effectivement, on voulait introduire cette présentation sur l'UX, forcément, puisque c'est ce qu'on fait, et on est amené à travailler sur des problématiques d'expérience collaborateur digital, et on voulait faire le chemin qui partait de là. L'UX, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose, c'est un concept qui est très large et qui peut être vu sur du digital, sur un outil, mais aussi bien sur un produit. L'idée, c'est de partir de cette définition pour les personnes puisque j'imagine qu'en face de nous, on a des personnes qui ont différents niveaux de connaissances sur l'UX. Donc, l'UX, User Experience, c'est l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis lors d'un contact avec votre marque lors de l'utilisation de vos produits ou services. Et donc ici, forcément, cette définition, elle induit deux choses. C'est que l'expérience, elle peut être bonne ou mauvaise. On a tous vécu des moments pénibles en utilisant des services. Je pense notamment aux impôts, par exemple, à la plateforme des impôts, qui n'est pas forcément très facile à utiliser, mais aussi avec des produits. Voilà, on a des produits qui sont plus sympas que d'autres à utiliser. Si on prend l'exemple il y a des secteurs qui travaillent beaucoup plus sur leur expérience utilisateur que d'autres. Le téléphone mobile, par exemple, ou l'automobile aussi. Donc dans les voitures, les grandes marques de voitures travaillent beaucoup sur l'intérieur. Où est-ce qu'on peut poser ses affaires, quelle distance entre le fauteuil et le volant, comment on adapte ça en fonction de l'utilisateur. Sur le mobile, l'exemple qui va vous parler, qui est très récent, c'est le nouveau téléphone de Samsung, le Z Fold. On voit le téléphone pliant, on voit que le modèle qui est sorti l'année dernière a été très innovant sur le produit en lui-même. Donc, on a un téléphone qui se qui se déplie pour faire une tablette. En revanche, l'écran de devant était petit et on a eu beaucoup de reproches sur la charnière, sur le produit en lui-même. Et Samsung, sur la V2, a écouté les utilisateurs pour proposer un produit qui leur correspond bien. Et si on extrapole un peu plus, on a la guerre entre les utilisateurs Apple, les utilisateurs Samsung. On voit que l'expérience est quand même moteur pour votre entreprise et faire vivre votre marque et donc derrière générer du chiffre d'affaires. Et donc, partant de ce constat-là, de savoir qu'on peut avoir une bonne ou une mauvaise expérience qui va impacter positivement ou négativement notre business, se différencier pour exister, c'est forcément le nerf de la guerre. Et comment on fait pour se différencier pour exister? L'idée, c'est de se baser sur les utilisateurs. C'est ça la manière de travailler en UX, c'est de se baser sur les utilisateurs pour créer un usage, pour s'adapter à leur usage et non pas créer un usage. Typiquement, là, on est vraiment sur la clé du succès. Et un exemple qui est assez intéressant en digital, c'est l'exemple de l'application Citymapper versus RATP. Donc Citymapper, pour ceux qui ne connaissent pas, société créée en 2011 par un ancien collaborateur de Google, une application qui permet de définir un trajet entre un point A et un point B via les transports en commun et on a toute l'information en temps réel. On a les éventuels retards de train ou de métro. On a on nous indique s'il faut monter dans le premier wagon, dans le dernier wagon, en fonction de la gare où on va sortir, quelle sortie prendre. Donc, on a vraiment beaucoup d'informations. Et là, on est sur une expérience qui est beaucoup, beaucoup plus optimisée que l'expérience RATP en elle-même, puisque en fait, on a les informations RATP en temps réel, ce que la RATP ne proposait pas. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que on arrive à une société, donc Citymapper, qui ne crée pas le service en lui-même, qui vient récupérer les informations, donc qui ne gère pas les transports en commun, qui vient juste récupérer via des API les informations de la SNCF, de la RATP, de tous les transports selon les pays, voilà, récupérer l'information, et qui vient proposer une expérience qui soit différenciante. Et forcément, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce cas-là, c'est que c'est un peu l'inverse de ce qui devrait arriver.
donc RATP qui maîtrise complètement la logistique, s'inspire de Citymapper pour la refonte de son écosystème digital. Cette information, on le sait, puisque forcément, nous, on travaille sur ce nouvel écosystème digital de la RATP. Et donc, forcément, Citymapper, c'est un des exemples. Et ce qui est intéressant, pour finir sur cet exemple-là, avant de faire la transition sur l'expérience collaborateur, c'est que Citymapper évolue en fonction de ses utilisateurs. Donc, on est encore dans cette logique de vraiment amélioration continue en fonction de l'utilisateur. Et aujourd'hui, Citymapper regroupe les nouveaux services de VTC, donc Uber, Marcel. Et dans quelques mois, quelques années, on imagine que l'application va encore évoluer, peut-être avec d'autres services additionnels. Et ça, vous pourrez aussi le retrouver dans la future application RATP sur laquelle nous travaillons avec des super services innovants. Et donc, la transition sur l'expérience collaborateur, l'employee experience, c'est ce qui est intéressant, c'est que comment on va créer une expérience pour nos collaborateurs en se basant sur eux et pas sur une vision subjective qu'on pourrait avoir de leurs besoins. Et là, je te passe la main, Nicolas. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement, merci Cyril, ce qui est intéressant, c'est le parallèle entre les utilisateurs et les employés. C'est vrai que pendant très longtemps, on a commencé c'est logique, hein, à parler d'expérience utilisateur parce que on a besoin de créer de la valeur en fait pour nos clients, nos utilisateurs. Donc, on a pris le soin en fait de mettre entre les mains de nos utilisateurs finaux, les clients, des entreprises qui vont être diverses et variées, des outils de qualité en fait, des outils, des applications, des sites internet de qualité. Donc, on s'est concentré dans un premier temps sur l'expérience utilisateur, qui est la principale source de business et de valeur en fait pour une boîte. Mais ce qui est important, en fait, c'est de se rendre compte que cette expérience-là, elle est globale à l'entreprise. Elle n'est pas uniquement véhiculée par l'expérience client, l'expérience utilisateur, mais l'expérience employée aussi. Et la raison d'être d'une entreprise aujourd'hui, d'une marque, c'est vraiment important de se la poser pour pouvoir, en fait, avoir une expérience qui soit homogène, qui soit globale dans l'entreprise, l'expérience utilisateur que l'on propose en fait à ses clients et puis l'expérience employée, celle qu'on propose à ses collaborateurs. Et cette expérience-là, elle est assez vaste, en fait. C'est beaucoup de choses, c'est des observations, c'est des impressions que le salarié a sur son emploi dans une entreprise donnée. Donc, ça, c'est la définition, effectivement. Mais voilà, c'est une composante énorme, en fait, de la vie d'une entreprise et ça crée énormément de valeur. On va le voir juste derrière. L'objectif, bien évidemment, ce n'est pas le même que sur l'expérience utilisateur. L'objectif sur l'expérience employée, c'est de se différencier pour engager. Là, sur l'expérience utilisateur, on a besoin de se différencier pour exister, pour se démarquer. Et là, l'objectif, c'est d'engager les collaborateurs, de créer finalement de l'émulsion et d'arriver à proposer quelque chose qui soit une expérience qui soit homogène et qui permette de créer finalement encore plus de valeur au sein de la boîte. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait, l'expérience employée. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important parce que tout est en mouvement. C'est vrai que c'est une notion, l'expérience employée, qu'on n'avait pas forcément vraiment l'habitude d'avoir il y a quelques temps, en fait, où on était très stéréotypé dans notre façon de voir la vie dans une entreprise. Et puis, ces notions de bien-être, cette quête de sens au travail, elle a commencé à prendre de l'ampleur. Et en fait, elle prend de l'ampleur parce que tout est en mouvement. C'est-à-dire que l'évolution du marché de l'emploi, il est énorme. Vous le sentez tous en ce moment, ça n'arrête pas de bouger. Forcément, le Covid, ça accélère les choses. L'arrivée des millennials, ça a déjà changé énormément de choses dans un premier temps. Ça a permis d'accéder, ils sont avec des nouveaux usages, des nouveaux besoins, de nouvelles envies en fait, la quête de sens, l'évolution grâce à Internet évidemment qui a tout bouleversé dans l'organisation des entreprises. Et donc ça rabat un petit peu les cartes aussi dans le rapport qu'ont les salariés et les employés avec l'entreprise au travers du digital et en dehors du digital. La mobilité au travail, donc là c'est un sujet d'actualité, comment créer du team building et comment créer de la cohésion dans une entreprise quand on est tous en télétravail ou en tout cas une grande partie du temps. C'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Et c'est marrant, ça, on avait travaillé dessus il y a quelques temps déjà avant qu'on soit tous confinés. Mais la mobilité au travail, c'est quelque chose qui était en route de toute façon d'une manière inexorable. Et là, on est dans une phase d'accélération exponentielle, ce qui
ce qui est logique et ce qui est assez salutaire. Bien évidemment, ça change aussi le rapport qu'a l'employé avec l'entreprise. Comment on crée finalement quelque chose de cohérent dans un environnement où les gens sont finalement pas forcément les uns à côté des autres. Et ça crée aussi des nouveaux usages, bien évidemment, auxquels il faut apporter des solutions en termes digital. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Là, aujourd'hui, on est sur Zoom. Je pense qu'il y a quelques temps, il y a encore un an, Zoom, c'était quelque chose d'assez quand même marginal pour la plupart d'entre nous, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le changement de mobilité apporte des usages différents. On parle d'outils digitaux, on parle tout à l'heure, Cyril parlait de terminaux de lecture, de finalement la mobilité au sens propre du terme. Voilà, donc ça change pas mal les choses, évidemment. Et puis, aujourd'hui, on a quand même besoin d'attirer des gens. Les gens sont de plus en plus, les futurs collaborateurs sont de plus en plus précis dans leurs besoins, dans leurs envies, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Ils se renseignent énormément sur votre boîte avant d'y aller. Et notamment Glassdoor, que vous connaissez peut-être, qui est un site qui permet de partage d'avis sur les entreprises, permet de prendre de l'info, de recueillir des informations, de pouvoir discuter et échanger autour de ces informations. C'est des sites qui sont de plus en plus consultés, les avis sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout l'environnement, l'écosystème digital qui permet de drainer de l'info sur la qualité de l'expérience employée, c'est quelque chose de fondamental. Donc, qui touche des outils digitaux, qui touche finalement un rapport en dehors du travail, en dehors des outils, pardon. Mais vraiment, il y a tout c'est un peu inversé, quoi. En fait, aujourd'hui, on doit draguer finalement les futurs collaborateurs là où avant, on était quand même dans quelque chose de totalement inversé. Donc, voilà, on est dans des nouveaux usages, des nouvelles façons d'avoir un rapport à l'entreprise. Et en fait, ça développe, ça nous permet d'avoir des opportunités pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services en interne et puis en externe. Nicolas, j'ai une question pour toi. Oui. Comment on fait pour la mesurer, cette expérience, quand on a cet objectif de l'améliorer, justement voilà, d'améliorer cette expérience collaborateur d'un point de vue global? Alors, il y a pas mal de possibilités. Très bonne question. Il y a pas mal de possibilités pour mesurer cette expérience. Là, on a parlé de mesures objectives juste avant. Voilà, ce sont des tiers de confiance un peu qui permettent de recueillir des informations. Donc là, on peut mesurer objectivement les futurs employés peuvent mesurer objectivement ce qu'est l'expérience. Après, on a des baromètres dans une entreprise qu'il est possible de mettre en place. On a aussi des outils digitaux sur lesquels on va pouvoir brancher des analyses, des outils d'analyse de données qui nous permettent de voir comment les gens se comportent avec ces outils digitaux, est-ce qu'ils les utilisent, comment ils les utilisent. On va avoir tout un arsenal finalement de possibilités. Soit on est dans le quantitatif, on essaye de récupérer de la donnée pour comprendre les comportements et puis essayer d'améliorer certaines choses. Soit on est plutôt dans le qualitatif et puis là, on va aller chercher de l'interview, de la donnée, on va pouvoir repérer les comportements, les usages. On va faire des ateliers, on va essayer de s'immerger finalement pour proposer quelque chose. Et puis, ce qui est très important dans un premier temps, c'est se fixer un objectif en termes de sens. Quel sens on a envie de donner à l'entreprise et comment après, derrière, on va mesurer ça. On va mesurer les actions qu'on fait dans la stratégie qui nous est posée. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'important. Il n'y a pas de façon précise de le faire. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de ses outils. Voilà, on a un arsenal de possibilités pour pouvoir après mesurer cette expérience-là. J'espère que j'ai bien répondu. Donc, il y a une vraie corrélation entre l'investissement en fait, dans l'expérience utilisateur et puis, la rentabilité d'une entreprise. L'expérience, c'est le premier moteur de l'entreprise. C'est vraiment ce qui définit une entreprise. Et du coup, on voit que les entreprises qui investissent dans l'expérience utilisateur sont 4 fois plus rentables. Pourquoi? Parce que quand on est heureux au travail, quand on a les bons outils, quand on a une quête de sens, on sait où on va. En fait, derrière, forcément, on s'investit plus, on s'engage plus, c'est ce qu'on avait vu avant. Et forcément, derrière, les résultats de l'entreprise s'en ressentent. Un exemple assez célèbre, avant de rentrer sur cette slide-là, c'est l'entreprise Zappos, que vous connaissez peut-être, une entreprise qui vend l'e-commerce, qui vend des chaussures historiquement. Mais en fait, eux, ils avaient leur objectif, c'était de mettre le bonheur au centre de toutes les actions. Donc,
que ce soit vis-à-vis des clients, que ce soit en interne. Donc, il y avait des processus de recrutement qui étaient assez incroyables, des onboarding d'1 semaine où les gens se barraient pendant 1 semaine à chaque fois qu'il y avait un salarié qui arrivait dans l'entreprise pour pouvoir lui proposer une expérience assez incroyable d'appropriation de l'entreprise. Il y a des petits jeux régulièrement, la possibilité de customiser son environnement de travail est énorme. Il y a toute une culture d'entreprise derrière tout ça qui fait que l'entreprise, en fait, il y avait très peu de turnover et que les gens avaient envie de rester absolument dans cette entreprise parce qu'elle propose une expérience collaborateur interne qui est fantastique et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, la résultante de ça, c'est que les gens, en fait, s'investissent plus. Donc, forcément, ils travaillent de manière, pas forcément en termes de densité, mais plutôt d'investissement quotidien. Et ils créent de la valeur d'autant plus pour la boîte. Donc, c'est vraiment cette corrélation entre expérience employée et rentabilité, et elle est très forte. Les valeurs, elle est très forte. Malheureusement, quand on parlait d'objectivation tout à l'heure sur comment on fait pour mesurer l'expérience employée d'une entreprise, donc on peut le faire évidemment par un audit externe pour objectiver un petit peu les choses. C'est toujours plus pratique quand on parle d'interne. Il y a quand même un réel décalage, il ne faut pas se leurrer, la plupart du temps, entre ce que nous, en tant qu'entreprise, on a envie d'afficher, en fait, ce qu'on pense qu'on est finalement, et la réalité de notre expérience employée. Et ce décalage, il est quand même très fort. On parle de 80% de décalage, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage énorme. Et on pense souvent qu'on agit d'une certaine façon. Et la réalité, c'est que souvent, on est bien en dessous de cette réalité. Donc, c'est un travail, ce que ça dit, c'est que c'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un travail qui est important et qu'il faut prendre avec soin et qu'il faut vraiment mettre en place sur le long terme. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut créer cette culture d'entreprise et après créer les outils qui nous permettent de servir cette expérience collaborateur. Et du coup, ces outils-là, ils vont passer par beaucoup de composantes. L'expérience collaborateur, c'est très large. On parle d'écosystème digital. Nous, aujourd'hui, on intervient très précisément sur l'écosystème digital en tant qu'expérience collaborateur. On y reviendra juste après. Ça veut dire des outils spécifiques, des applications. Ça peut être des environnements connectés, ça peut être à l'accueil, ça peut être au travail, ça peut être en dehors du travail. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Et ça intervient sur toutes les composantes de l'expérience collaborateur. On parlait de promesses de marque tout à l'heure. Voilà, c'est finalement quel sens on donne à notre travail aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie de donner, de véhiculer auprès des nouveaux collaborateurs ou des anciens d'ailleurs. C'est l'onboarding, on en parlait tout à l'heure, les services, quels services on va donner d'un point de vue global, les process, l'environnement de travail. Est-ce qu'on est dans un truc un peu vieillissant, avec pas très stimulant quotidiennement, ou est-ce qu'on a la possibilité de mettre à disposition de ses collaborateurs des salariés qui marchent bien, des environnements de travail où on se sent à l'aise, on crée finalement quelque chose, un cocon qui serve l'expérience collaborateur. Et puis, il faut se définir des objectifs, évidemment. Donc, c'est un tout, l'expérience collaborateur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut être capable de travailler sur chacune des briques, en fait. Et toutes ces briques sont connectées entre elles. L'environnement de travail, il peut avoir une dimension digitale, l'onboarding aussi. L'onboarding peut se faire sur la base d'une promesse de marque forte. Voilà, tout est interconnecté. C'est ça qui est très intéressant et qui nous permet de définir des opportunités à chaque fois. La base, c'est de définir sa promesse. Donc, comment est-ce qu'on va améliorer tout ça? Pas mal de choses quand même. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, il faut comprendre ce qu'est un utilisateur par rapport à un collaborateur. Derrière, vous voyez en filigrane l'ancien fondateur de Twitter, Jack Dorsey, qui à un moment donné, lui, il a mis ça sur le tapis. Il avait raison en 2012, je crois, aux alentours de 2012. Il s'est fendu d'un communiqué un peu fort en fait sur la notion de rôle d'utilisateur. On dit user experience, user. En fait, l'utilisateur, pour lui, c'est un peu réducteur. C'est-à-dire quand on est utilisateur, ça sous-entend qu'on
en fait, les utilisateurs sont un petit peu les mêmes et que finalement, on a un rapport très fonctionnel à l'objet, au service. Or, lui, ce qu'il avait mis en avant, c'était plutôt que l'utilisateur, en fait, fallait le considérer comme un client, en fait. Et du coup, avec ces différentes composantes personnelles, intellectuelles, son origine, toute l'entièreté finalement de ce qu'est un utilisateur. Avec le collaborateur, lui, en fait, il fallait faire un parallèle entre l'utilisateur. Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît? Voilà, l'utilisateur, en fait, lui, il a un rapport donc fonctionnel. Donc, Jack Dorsey, lui, disait que l'utilisateur, c'était un peu réducteur. Il considérait les utilisateurs de Twitter comme des clients. Il avait même mis en place en interne une amende, en fait, pour ceux qui utilisaient le mot utilisateur. Donc, c'était intéressant. Et quand il disait client, il se focalisait sur l'usage. La résultante de ça, c'est que le collaborateur, lui aussi, c'est quelqu'un de complexe qui a aussi des émotions, différents temps. Voilà, on n'est pas le même quand on arrive au boulot le matin que le midi quand on va déjeuner, etc. Donc, il y a des temps et il faut être capable de faire un parallèle entre être un client, appeler les choses simplement. L'utilisateur, c'est un client et le collaborateur, c'est vraiment la personne en interne à qui il va falloir vendre aussi. C'est un client, mais en interne. Il va falloir lui vendre des services. Il va falloir aller avoir cette démarche de mettre en avant vraiment le collaborateur, de le mettre sur un piédestal, comme on peut le faire avec l'utilisateur et donc le client. Tu peux avancer. Et du coup, là, on fait un parallèle entre l'utilisateur auquel on vend des fonctionnalités finalement et l'usage en fait qui est au-delà de la fonctionnalité, qui est vraiment prendre en considération toutes les composantes du rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un environnement, un outil technique, etc. Donc, l'idée, au travers de l'utilisateur, c'est de travailler sur une notion de fonctionnalité. Souvent, c'est ce qu'on se dit, et alors qu'en fait, là, il faut remonter d'un niveau et travailler sur l'usage. Et c'est ce qu'on fait dans l'expérience collaborateur également, c'est qu'on va essayer de comprendre les usages en amont pour pouvoir proposer des services qui soient finalement au-delà de la fonctionnalité. Et on le voit, c'est généralement le problème dans les grandes entreprises, c'est-à-dire qu'on rentre notamment par des grands outils finalement qu'on impose de manière globale parce qu'ils répondent à des fonctionnalités dont on veut pouvoir se servir. Et on se rend compte qu'à l'usage, en fait, généralement, il y a toujours une différence entre ce qu'on aurait dû proposer et finalement ce qu'on propose. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur l'usage. Et ce que nous, on fait d'un point de vue digital, donc si on extrapole, on resserre un petit peu sur le digital pur et dur, sur les usages dans une entreprise. On a eu la chance de travailler avec Total ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur un outil en fait très intéressant, une plateforme de gestion d'expatriés. En gros, il y a quelques temps, on a été appelé par Total pour travailler sur une plateforme, en fait, un projet de plateforme qui aurait pour but de permettre aux expatriés de pouvoir gérer tout leur processus d'expatriation. Et c'est un processus qui est assez long, qui est assez anxiogène aujourd'hui et dans lequel il y a énormément d'étapes. Ça demande beaucoup de temps aux salariés de Total, à toute l'équipe qui gère en fait ces expatriés, beaucoup de temps pour pouvoir être en interface avec eux et parfois sur des choses très simples, très basiques. Puis de l'autre côté, pour les expatriés, c'est aussi beaucoup de stress. C'est difficile l'expatriation. On arrive de loin, il y a beaucoup de choses à faire. On doit trouver un logement, on doit gérer son immigration, pas mal de choses qu'on verra juste après. Et du coup, on a été amené à travailler sur les usages dans un premier temps. C'est essayer de définir les usages. Quels sont peut-être les usages en interne des collaborateurs de Total quand ils vont arriver en fait en France. Et puis après, derrière, les usages aussi de tous l'équipe qui gère la plateforme d'expatriés. Donc, on a fait un gros travail en amont. On a été cartographier ces usages, discuter avec les utilisateurs, prendre en compte leurs besoins et puis en essayant de travailler après, derrière, sur l'intégralité de leur parcours pour justement répondre à un usage et proposer un service qui soit de qualité. Donc,
le processus d'expatriation est assez long. Je le disais tout à l'heure, il y a des infos, on va travailler sur l'immigration, on va voir son logement, on va potentiellement avoir un conjoint, une conjointe et puis des enfants dans lesquels il va falloir le mettre dans des écoles. Ensuite, on a ses meubles. Voilà, toute une étape. Et c'est au travers de cet outil-là qu'on a essayé de mettre en place finalement une idée. L'idée maître de cet outil-là, c'était comment on fait en sorte d'arriver à fluidifier l'expatriation et de lever en fait les freins liés à l'anxiété de ce moment qu'est l'expatriation. Donc pour ça, nous déjà, on a une méthode à l'agence. Ça fait quelques temps qu'on travaille sur ce type de projets digitaux liés à de l'expérience collaborateur. On a travaillé sur les RH, sur des plateformes RH. On a travaillé sur vraiment des outils métiers très techniques ou alors des outils qui peuvent être, par exemple, dans la banque, la digitalisation d'une petite réglette qui permettait de gérer son choix de carte pour les clients de la banque. Voilà. Il y a pas mal de petits usages comme ça qu'on a l'habitude de digitaliser. Là, on était sur quelque chose d'assez conséquent. Donc, la première étape, c'est ce que nous, on appelle le starter kit. Déjà, c'est d'essayer de comprendre les utilisateurs, bien évidemment. Donc, pour ça, il y a tout un arsenal de possibilités. On va aller voir les utilisateurs, on va les réunir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des focus groups. C'est-à-dire qu'on a réuni des expatriés, on leur a posé des questions, on a essayé de comprendre finalement quels étaient leurs freins, leurs motivations, ce qu'ils attendaient en fait par rapport à l'outil en lui-même, puis ce qu'ils attendaient de Total également en fait dans ce processus d'expatriation. Donc c'était très, très intéressant, ça nous a permis de dégager des opportunités, qu'on a été creuser un petit peu plus sur des interviews qualitatives sur des utilisateurs particuliers. Donc, on allait creuser certaines premières briques d'idées qu'on trouvait intéressantes et ça nous a permis de les développer, de rajouter des services très intéressants. Et puis après, derrière, tout ça, on a transformé ça en parcours utilisateur au travers d'ateliers d'idéation. On a mis en place des scénarios qu'on a testés entre nous. Voilà, tout un processus de création qui est très parallèle finalement à ce qu'on fait sur de l'expérience utilisateur, qui est vraiment des troncs communs, mais avec le souci de vraiment de se remettre dans un contexte d'environnement de travail, quoi. Donc, l'employé de journée map, ce qu'on appelle EJM, c'est important. Quelles vont être les différentes étapes de sa journée, à quel moment on peut dégager des opportunités. Et puis tout ça, on en a fait un backlog, c'est-à-dire c'est un listing d'usages dans lequel on range des fonctionnalités. Ça nous a permis de démarrer ce projet de la meilleure façon possible. Et une fois qu'on a fait ce starter kit, on peut aller vite et mettre en place après des POC. Alors, vous savez peut-être, moi j'imagine presque toutes et tous ce qu'est un POC. C'est un premier test, c'est une version très simple à mettre en ligne pour tester des choses. On parlait de mesure tout à l'heure d'expérience employée. Là, sur un outil digital comme ça, la mesure elle est assez simple. On met en place des outils de test utilisateurs. On va pouvoir traquer des comportements avec ces tests utilisateurs. Et donc, pour le POC to Market, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place finalement des sprints. Ça va être des sprints UX/UI, ça va être des timings en fait de création qui vont être assez courts sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui nous a permis de très rapidement tester des fonctionnalités, des usages, et puis de mettre en plus après derrière en ligne des choses qui soient cohérentes et qu'on puisse mesurer rapidement. L'objectif, c'était de servir l'usage. Donc, plutôt d'avoir un listing de 250 fonctionnalités qui ne seraient pas utilisées, on a mis en ligne des choses qui étaient les plus plébiscitées et sur lesquelles on avait tout de suite un retour grâce à nos tests utilisateurs. Et donc, pour faire cet test utilisateur, on a besoin d'un certain niveau de qualité de prototype. Donc, ces prototypes-là, ce n'est pas forcément du développement, ce sont des choses qui sont assez simples à mettre en place. Des prototypes high fidelity ou low fidelity, c'est-à-dire que ça va être des outils qui nous permettent de faire simuler ces comportements de la meilleure façon possible pour qu'on puisse faire rapidement des tests utilisateurs. Donc ça nous a permis de mettre en place un projet très rapidement, en fait, et qui corresponde à l'usage. Et en fait, pour Total, c'était assez nouveau, parce que Total, c'est quand même un mastodonte. Ils n'ont pas trop la culture de l'agile, en tout cas, ça vient petit à petit, évidemment, mais c'est quelque chose qui est pas forcément très ancré chez eux. Donc, nous, on a apporté aussi cette notion d'acculturation. Et l'expérience employée, c'est aussi ça, c'est être capable, à un moment donné, d'ancrer cette notion d'agilité au sein de l'entreprise pour pouvoir créer quelque chose de différent et quelque chose qui soit valorisant pour l'entreprise, qui crée de la valeur.
Nous, on a inséré ça dans ce projet-là finalement et ça a super bien marché. Aujourd'hui, on est dans une logique où on a mis en place l'outil, on a développé l'outil, on est dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va mesurer ce qu'on fait, on a des retours utilisateurs, ce qui permet à nouveau en fait réfléchir à des nouveaux services. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'expérience employée, ça a vraiment très très bien marché puisque en fait le projet était au départ cantonné à la France. Finalement, il était en train d'être déployé dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ça répond à des usages en fait. C'est un outil qui est assez simple finalement, qui a un design qui lui est assez simple, assez je dirais pas bonomique, mais assez rond, assez plaisant, plutôt léger, qui nous permet aussi d'aller vers cette notion de, de limitation du stress, de l'anxiété face à l'expatriation. Donc, on a travaillé vraiment aussi bien dans l'expérience utilisateur que dans le design, que dans les mots, pour avoir quelque chose qui soit valorisant et qui donne une bonne expérience aux employés. Et donc, on a vraiment pris le soin d'aller dans le détail, vraiment, pour proposer quelque chose qui soit cohérent et qui valorise l'expérience employée. Et aujourd'hui, c'est un outil finalement qui répond vraiment aux usages et qui marche très, très bien. Et voilà, c'est ça, d'un point de vue digital, le soin qu'il faut apporter à l'expérience employée et la méthode qu'il faut mettre en place pour arriver à répondre aux usages. Donc, ça passe souvent par des projets, c'est pas forcément la culture pour tout le monde, mais des projets un peu sur mesure. Mais par contre, derrière, la résultante, c'est que bah, du coup, on répond vraiment aux besoins et la satisfaction, elle existe derrière. Et c'est un projet sur lequel on peut bien communiquer également. Voilà, ça c'est un outil, on va peut-être pas forcément en parler, mais une fois qu'on a travaillé sur cet outil-là, il y a une brique qu'on a souvent l'occasion d'évoquer en fait autour d'un projet, mais qui est tout le temps systématiquement sous-estimée, c'est la partie onboarding. C'est-à-dire que c'est super d'avoir fait un beau projet qui marche bien, qui répond aux usages, etc. Mais après, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, en fait, c'est être capable de communiquer en interne et de valoriser ce qu'on a fait, de valoriser les gens, en fait, et de valoriser le travail qui a été fait. Du coup, pour ça, il y a pas mal de leviers différents. L'objectif, c'est là, on n'est pas dogmatique, on n'a pas une façon de faire de l'onboarding en interne, mais pas mal de façons différentes. Il va falloir essayer de comprendre finalement quelles sont les habitudes des collaborateurs, comment on peut les toucher dans leur quotidien. Donc, on va pouvoir, le cas échéant, créer des événements. On va pouvoir créer des plateformes, ce qu'on appelle de speedboarding ou d'onboarding, c'est des plateformes digitales. On va proposer du contenu, des jeux, ça peut être des serious games, ça peut être pas mal de choses autour du projet, autour du produit, qui nous permettent de soit prendre en main le produit, soit expliquer pourquoi on le met en place, en fait, et pourquoi c'est important de l'utiliser. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, on peut aussi récolter de la donnée, en fait, savoir comment les gens utilisent en fait, les plateformes digitales qu'on leur met à disposition. Et ça, on le mesure et ça nous permet de dire, par exemple, de terminer des comportements et puis des attentes des utilisateurs. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons qu'on met en place une plateforme de speedboarding avec un petit jeu un peu sympa où on va avoir notamment, pourquoi pas, une FAQ, par exemple, dans ce jeu-là, sur plein de points un peu sur le site internet, pardon, sur l'application, plein de points un peu qui pourraient être un peu plus difficiles à appréhender. En fait, le fait de voir si les gens ils vont aller sur cette FAQ, sur quoi ils cliquent, sur quel item en fait ils passent le plus de temps, ça nous permet de mesurer peut-être une des faiblesses de notre application derrière et d'être capable de se dire bah tiens, s'il va sur cette partie de la FAQ, en fait, qu'on lui met à disposition, c'est peut-être que dans l'application, il y a quelque chose qui ne marche pas assez bien et qu'il va falloir creuser comme étant un objectif d'amélioration, par exemple. Si on se rend compte à l'inverse que cette FAQ n'est pas du tout utilisée, on peut se rendre compte qu'en fait elle est inutile et que du coup il y a une excellente prise en main de l'outil et que du coup il faut peut-être se concentrer sur autre chose en fait qu'essayer de leur mettre à disposition des modes d'emploi finalement de, de l'application sur laquelle on travaille. Donc tout ça, ça nous permet de mesurer les choses. Nicolas, j'ai une question pour toi. À Ouais. quel moment on doit communiquer? Alors, c'est une bonne question, très bonne question. Heu, En fait, la communication, elle commence assez tôt. Logiquement, il faut la faire commencer, dès le début du projet. C'est-à-dire quand on lance un projet,
il faut que ça se sache, en fait. Il faut que les gens soient préparés et parce qu'on va avoir besoin de personnes pour pouvoir travailler ensemble sur un projet. On a toujours besoin de différents corps de métier et puis il faut que les gens ils puissent se préparer. Souvent, il y a de l'attente en plus quand on travaille sur des projets en interne. Et les gens sont généralement assez réceptifs à aider, à participer, à collaborer pour mettre en place un projet qui soit digital ou pas. En tout cas, un projet d'expérience collaborative. Ça, c'est important dès le départ. Puis après, il y a des gens qui vont être un peu plus engagés que d'autres parce qu'ils vont être potentiellement des testeurs de la plateforme, etc. Donc, on va communiquer auprès de ces gens-là d'un point de vue global. Il y aura toujours ce qu'on appelle, nous, un cercle d'early adopters. Ça va être des personnes qui vont être les premiers en fait, à utiliser, à être les premières personnes à qui on communique finalement. Et puis après, derrière, il y a un dispositif de communication à mettre en place où on va, une fois qu'on a une vision globale, qu'on a fait nos premiers tests, qu'on sait ce qu'on va déployer, que ça répond aux usages et que ça va être bien reçu, là, on peut commencer à mettre en place une phase de teasing un peu sympa et puis une phase de lancement également. Donc, finalement, ça va dépendre de nos objectifs, de la durée du projet. L'idéal, c'est de communiquer à tous les instants, évidemment, mais le gros temps de communication, il est forcément au lancement et après, il doit durer, en fait. Évidemment, on parlait de plateforme pour récolter de la donnée. Voilà, l'objectif, c'est de communiquer après de manière régulière, de mettre en place des emailing, potentiellement dire bah, voilà les nouveaux services qu'on va mettre sur l'application, voilà en quoi ça répond à des besoins, à des remontées terrain, être capable de communiquer là-dessus, d'envoyer des mails, des newsletters, de toujours proposer du contenu en fait de manière régulière, en fait pour montrer qu'on prend soin de l'expérience collaborateur et qu'on prend soin de mettre en place des dispositifs qui répondent aux besoins des utilisateurs et à leurs usages. Voilà. Je pense que tu as dû bien répondre. Ouais. Don't forget. Et oui, on est bientôt au bout. Il y a un truc qu'on observe aussi beaucoup, c'est que plus on a un environnement où on a beaucoup d'outils propriétaires, plus potentiellement c'est difficile de gérer une harmonisation UX. Ce qui est important quand même, au bout d'un moment, c'est de se poser ces questions-là. C'est comment est-ce qu'on fait pour harmoniser l'expérience d'un point de vue global quand on a des outils qui parfois sont très vieux, d'autres qui sont très jeunes. Et du coup, ce qui est important, c'est rapidement d'avoir une vision globale toujours, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, d'une direction à aller pour essayer d'harmoniser le plus possible l'UX. Et c'est important. Donc nous, on avait vu ça effectivement chez Colas notamment, où on avait un environnement hétéroclite d'une vingtaine, trentaine d'applications très différentes. Et en fait, là où on a vu qu'il y avait un impact sur l'expérience collaborateur, c'est-à-dire que toutes ces applications, il n'y avait pas de centralisation et puis on communiquait d'un point de vue global de manière très disparate sur chacune des applications. Donc, il y a des gens qui se venaient bombarder toute la journée finalement de mise à jour sur chacune de leurs applications qui étaient des applications propriétaires maintenues en interne par des équipes différentes. Et donc, cette cohérence globale, en fait, elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était capable ou une entité au sein de l'entreprise qui était capable de centraliser finalement cette expérience collaborateur et cette expérience utilisateur également pour pouvoir de redispatcher de manière plutôt homogène et logique en fait les informations aux différents utilisateurs. Et du coup, cette surinformation, en fait, est complètement néfaste et ça crée une expérience employée qui est un petit peu dégradée, malheureusement. Donc, il faut se poser cette question aussi de comment on sollicite les utilisateurs, à quel moment, les collaborateurs également, à quel moment, et comment on le fait pour que d'un seul coup, ça reste audible et que ça ne soit pas quelque chose qui soit justement très, très très saturé et du coup inaudible et on s'en désintéresse et que ça crée finalement une mauvaise expérience employée au final, malgré toutes les bonnes intentions qu'on a au moment où on le fait. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser quand on est dans une entreprise de taille importante. C'est à quel moment on donne l'information à qui et comment on peut faire en sorte de mutualiser certaines informations pour que ça reste audible. Et là, ce que tu soulignes, Nicolas, c'est intéressant sur harmoniser l'UX des outils parce que c'est valable aussi en dehors, enfin, l'UX des outils de manière générale dans un groupe, pas forcément ceux qui gèrent l'expérience collaborateur. S'ils ne sont pas harmonisés,
on peut influer sur l'expérience collaborateur. Le cas qu'on a eu, c'était en discutant avec Crédit Agricole, où eux ont une multitude d'outils internes et en fait, tellement de projets d'outils ont été lancés que on avait des outils qui faisaient doublon. C'est-à-dire que des collaborateurs d'une entité chez Cassib devaient rentrer des informations pour leur suivi de projet dans plusieurs applications différentes. C'est-à-dire qu'elles devaient doublonner, enfin faire 2, 3 fois la même tâche. Et ça, en fait, on le voit, ne pas harmoniser ces outils, ça influe sur l'expérience collaborateur. Parce que forcément, ce n'est pas très valorisant et on n'est pas très heureux dans son travail quand on doit refaire des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, du coup, c'est valable aussi de manière un peu plus large à l'échelle d'un groupe d'harmoniser ces outils. C'est un point à bien suivre. Je vois Aurélia qui notamment nous met une remarque sur le design system. Évidemment, elle rentre dans des considérations techniques hyper intéressantes, forcément, ça me parle. Vous en doutez bien. Mais oui, il y a des questions aujourd'hui sur ces grandes entreprises, parce qu'il faut en avoir quand même un petit peu l'utilisation au quotidien, d'avoir ce qu'on appelle un design system. C'est une bibliothèque de composants, en fait, de bouts de code, de composants graphiques, pour faire simple et schématique, qui permettent de pouvoir puiser en fait dans cette base de bibliothèque et homogénéiser l'intégralité des applicatifs liés à une marque. Donc, c'est forcément un objectif pour tous ces grands groupes. Et c'est le cas de plus en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit. Voilà, les premiers qui ont eu toujours les entreprises de tech américaines un peu pionnières sur ces sujets, mais c'est quelque chose qui se met en place. Effectivement, l'harmonisation de l'expérience collaborative, c'est d'un point de vue digital, collaborateur, pardon, d'un point de vue digital, elle passe par la mise en place de ces bonnes pratiques comme un design system qui permet d'essayer d'homogénéiser, pas forcément toute l'UX, mais au moins certaines parties de l'expérience graphique. Et puis, ça permet de gagner un temps fou, en fait, parce que on sait où sont la base de connaissances et la base de développement d'applicatifs, quoi. Donc, effectivement, c'est une très bonne remarque. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques dans le chat, Naomi? Est-ce qu'on a des… Non. Pardon, j'avais coupé mon micro. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein, c'est le bon moment. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. On arrive au bout, oui. On a donc, merci d'avoir participé, hein. Si jamais il y a des questions, on peut les prendre en cours de route. Parce que j'ai envie de rebondir sur ce qu'on vient de dire. C'est une très bonne transition sur les prochains talks. On a un talk sur le design system, justement, qu'on a déjà réalisé. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Et il sera amené à être dans notre programme. Donc, on va vous envoyer des invitations pour les prochains. N'hésitez pas. Et justement, c'est un sujet, du coup, le design system, qu'on va être amené à traiter. Donc, ce qui peut être intéressant aussi pour ce sujet de design system, c'est de nous partager vos ressentis, si vous travaillez déjà sur des projets similaires en interne, pour qu'on puisse intégrer ça dans notre presse, parce que forcément, ces contenus-là, ils vivent aussi grâce à vous. Et donc, du coup, ça nous permet de modifier un peu des exemples et de partager ça avec vous. N'hésitez pas. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir Aurélia du coup pour parler design system au prochain talk. C'est ça. Merci Alexandra pour ta remarque également, présentation inspirante. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à prendre contact avec Cyril ou Naomi si vous voulez poursuivre, ou même moi-même d'ailleurs. Si vous voulez poursuivre les discussions, ce sera toujours avec plaisir. Ouais, bien sûr. Nous, on va vous envoyer bien sûr le replay qui sera disponible sur notre chaîne avec nos autres replays, nos interviews et sur le blog avec différents contenus. Merci à tous.